Moi, je me retrouve devant, mettons, ChatGPT, puis je me mets à taper. Je lui pose une question, il me répond avec un texte. Oui, J'ai quasiment l'impression qu'il a fait une recherche sur Google. Ce qui fait peur, c'est quand l'intelligence artificielle, quand cette entité-là devient consciente et essaye de délibérément d'éliminer une menace qui serait l'humanité. Mais est-ce que ça veut dire que tous ces humains-là qui ont perdu leur poste ne seront plus jamais capables de travailler? Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Monsieur Leblanc, est-ce que tu es un amateur de films? J'adore les films. J'aimerais te parler d'une histoire vraie. OK? Alors, tout a commencé le 29 août 97, alors que l'intelligence artificielle Skynet a pris conscience de son existence et en réponse aux tentatives de Cyberdyne de la désactiver, a initié un holocauste nucléaire. Mais ça, c'est la science-fiction, Olivier. Pourtant, ils nous ont juré que ça n'arriverait pas. Regarde les nouvelles! Là, évidemment, on blague, c'est Terminator, hein? Terminator 2, excellent film. Bon, mauvaise information. Pourtant, j'avais demandé l'aide de ChatGPT pour faire le plan. Alors, sans blague. Aujourd'hui, on parle des AI. IA, AI. Intelligence artificielle. Ouais, ouais. Des robots qui vont nous tuer. OK? Je sais pas si ça vous fait peur, vous autres, les pirates. Moi, pas tant encore, mais tu sais, je suis plus ou moins informé à ce sujet-là. Pourtant, j'ai un peu d'expérience. Vous avez vu la belle vignette du show, hein? Ben, c'est les faits avec l'intelligence artificielle. Mais autrement, j'ai surtout des opinions. J'ai pas d'expertise. Donc, on a décidé d'inviter quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que nous autres. On fait ça, nous. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter François Pelletier. Bonjour, François. Bienvenue. Re-bienvenue à GoPirate. salut les pirates. Prends quelques minutes pour dire un petit peu t'es qui, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi tu es là quand on parle d'AI. Es-tu un Euh, robot? je suis, à ma connaissance, pas un robot, mais apparemment, on n'a pas d'algorithme encore pour tester ça. Euh, D'où ce que j'arrive, je suis comme un explorateur du numérique à quelque part. J'ai commencé jeune. Ouais. Euh, Fait que j'ai commencé à coder, j'avais peut-être 14 ans, à faire des mauvais coups à l'école aussi. Fait Bien que sûr. c'est comme ça qu'on apprenait à l'école. L'informatique, tu avais le cours officiel, puis tu avais le cours d'essayer de hacker l'école. Oui, bien sûr. Fait que bon, ça a été mes débuts de pirate en même temps quasiment que j'ai commencé à programmer. Euh, Après ça, j'ai fait un passage un peu plus artistique et créatif au cégep. Ça, ça, j'aime ça le ramener parce qu'après ça, j'ai étudié l'actuariat pendant 6 ans de temps, donc les mathématiques d'assurance. Où est-ce que le sens de la créativité a un terme tout à fait différent, un sens tout à fait différent. J'imagine. Euh, donc, j'ai fait des Là aussi, grosses tu peux maths. être, là aussi, tu peux être créatif, faire des mauvais coups. C'est ça. Mais l'industrie de l'assurance, c'est un monde quand même assez créatif parce qu'il faut que tu trouves des façons de vendre le fun de vendre un produit plate. OK. On peut voir Fait ça que comme ça. les pubs d'assurance, tu le vois dans les pubs d'assurance en général, le monde sont très créatifs et ont beaucoup d'imagination. Fait que tu sais, j'ai eu l'occasion de travailler avec du monde créatif, mais moi, après avoir fait mes études d'actuariat, j'ai travaillé avec des actuaires, mais je suis devenu le geek des actuaires. Donc, la personne qui était capable de parler au IT. Ah, Ah, tu es un traducteur, en fait, d'une certaine À manière. quelque part, puis j'ai fini par me spécialiser dans tout ce qui est big data. Avant qu'on parle d'AI, il y avait un autre mot à la mode qui s'appelait le big data. oui. Fait que, moi, j'ai commencé à faire du big data, puis je suis allé dans des formations de big data, dans des conférences et tout ça. Je me suis intéressé à des choses qui ont émergé depuis, mais qui étaient à l'époque au niveau académique. Donc, OK. des choses qu'on va parler un peu plus tard dans l'AI, justement, qui étaient très, très au niveau académique. Ça fait que là, je me suis commencé à m'intéresser au potentiel d'accumuler de la donnée pour trouver des nouveautés. Ce qui était ça beaucoup à l'époque, c'était le début de se dire, hey, ça serait le temps de commencer à ramasser les données qu'on produit. Peut-être qu'on va faire de quoi plus tard avec. Puis c'est Hmm. là en même temps que des compagnies comme Google et autres ont commencé à
bâtir des centres de données énormes pour ramasser tout ce qu'il y a sur le web pour créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'IA génératif. Ce que j'aimerais vous proposer à vous et aux auditeurs également aujourd'hui, c'est parce que là, IA, on peut creuser en long et en large puis en carré, mais j'aimerais ça qu'on regarde la peur de l'IA en ce moment. Spécialement parce que, écoute, je disais tout à l'heure en préparation du show que j'ai juste eu à ouvrir Google News et chercher intelligence artificielle pour trouver 4 nouvelles qui génèrent des réactions, de la peur, entre autres. Ben ouais. Et fait que c'est 4 nouvelles très, très récentes que vous allez pouvoir trouver facilement en cherchant dans Google News. Et j'aimerais ça qu'on ait des discussions par rapport à les peurs que ça génère, les craintes. Puis on aura peut-être ensuite une petite discussion philosophique à savoir est-ce que c'est l'outil le danger ou c'est les gens qui l'utilisent? Hein? Ou est-ce que, donc, sous quel angle, quelle dimension de l'AI fait vraiment peur, puis de quel autre on devrait peut-être moins se méfier, puis plus développer? Est-ce que ça vous convient? Ouais, on y va comme ça. Yes. Parfait. Tu sais, Pierre, avant de parler des affaires importantes, on parle tout le temps de maudites niaiseries. Fait que, François, toi, tu es un témoin, tu es un vrai pirate qui interagit avec nous sur Discord. Puis dans notre Discord, on parle assez souvent de technologie. D'ailleurs, c'est les discussions où tu participes le plus. Parce que c'est un peu ton bread and butter, hein? Donc, ouais, puis c'est le fun parce que je pense qu'on est justement une belle place pour questionner puis qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Ouais, donc dans notre serveur Discord, on a un paquet de salles, de salons, de discussions. Et le techno est assez actif, ainsi que recrutement et dynamique de travail, by the way. Et puis, si jamais ça vous tente de venir parler de technologie avec nous autres, n'importe quoi d'autre qui vous dérange du monde du travail, hein, c'est assez simple. On va sur patreon.com/GoPirateCanada. On regarde les forfaits qui font notre affaire, on s'abonne, et on se fait recevoir avec des confettis, du rhum, puis tout le kit, mais c'est juste que si vous voulez votre propre rhum, il va falloir le payer vous-même. Donc maintenant qu'on a fait une pub originale, non générée par l'IA, effectivement. On va commencer. Donc, il y a 4 articles que j'ai trouvés, François, comme je te dis, en dedans de 15 minutes. Là, ça a été très, très facile. Et le premier, je vais en faire un très court résumé, mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est qu'en gros, on ne sait pas comment ça pense une IA. Hein? Donc, il y a des scientifiques qui ont disséqué, j'imagine pas physiquement, hein, le cerveau d'une intelligence artificielle pour trouver ses pensées cachées. Parce que j'imagine qu'il y a un traitement qui se fait avant d'avoir une réponse, puis à quelque part, un peu comme un humain, il ne dit pas tout. Fait que ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là, s'appellent Anthropic, ceux qui ont cherché. C'était une intelligence artificielle qui était nommée Claude 3. Je ne le connais pas. Claude, ça doit être français, j'imagine. Ils ont réussi de cartographier les chemins de pensée de l'IA. Fait que tout le traitement qu'il fait pour avoir une technique d'apprentissage par dictionnaire. OK? Whatever that means. Je veux dire, l'article en dit pas tant que ça. Et ils ont découvert que l'IA était capable de trier et de lier les concepts de manière autonome, mais à sa propre façon. Cette connaissance leur a permis de manipuler les caractéristiques de l'IA pour renforcer sa sécurité en affaiblissant les liens entre certains concepts. L'objectif, c'est d'éviter que l'IA devienne nuisible à l'avenir. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a trouvé un moyen de rendre l'AI un peu plus sécuritaire en jouant dans son cerveau. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on ne savait pas exactement comment ça marchait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Mais c'est sûr que les compagnies qui développent ces outils-là, ben, ils ont en quelque sorte un avantage à ne pas nécessairement dévoiler la façon qu'ils l'ont développé, leur logiciel. Ben, parce qu'en réalité, un IA, en arrière, il y a du logiciel là, en quelque sorte. Là. Oui. Puis je vais expliquer, puis je pense que ça peut être super pertinent pour tout le monde qui nous écoute. Dans le fond, la façon que les mots sont représentés dans l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Vous avez peut-être entendu ça, donc un paquet de chiffres. Et imaginons que si on se ramène dans un monde en 2D, on va avoir des angles entre les vecteurs. Dans le fond, si 2 vecteurs sont parallèles, ça veut dire que c'est des synonymes à quelque part. Si 2 vecteurs sont perpendiculaires, ça veut dire que c'est 2 mots qui n'ont aucun rapport ensemble. Oh. Et l'idée, c'est que on peut trouver avec, disons, 2 mots
on a une relation, mettons, père et fils. Mhm. Et là, on lui donne un troisième mot, on lui donne fille. Puis là, on lui dit, trouve le mot qui manque. Puis là, il va dire, ben, c'est mère. Ça, Uh-huh. c'est la représentation dans l'intérieur des algorithmes de ce qu'on appelle d'apprentissage profond. Ça s'appelle un plongement en français. En anglais, ça s'appelle un embedding. Donc, le cœur d'un modèle d'IA, c'est la façon que les mots sont représentés. OK. Puis d'après moi, si je comprends bien cet article-là, c'est qu'eux, ils ont joué entre les langues des mots pour dire, OK, ben, des choses qu'on n'aime pas, on va essayer de les rendre les plus perpendiculaires possible pour que quand on dit un, l'autre sorte pas. OK. Hmm. OK. Fait que ça me semblerait être le genre de manipulation qu'ils ont pu faire d'augmenter l'angle entre des mots pour qu'ils ne soient pas associés ensemble. Parce que plus deux mots sont proches, plus ils ont du sens de coexister ensemble parce qu'ils convoient le même sens ou ils sont souvent dans les mêmes phrases, etc. Ben ouais. Claude, c'est un gros concurrent de C'est ça. ChatGPT dans le sens que les gens de Anthropic, c'est des anciens d'OpenAI qui avaient une vision Ah, différente. OK. Et OK. Anthropic est financé par en arrière par Amazon, alors que OpenAI est financé par en arrière par Microsoft. Ben ouais, Alors, ben ouais. Claude n'est pas nécessairement français. Donc, My bad. Claude vient de quelques rues plus loin à San Francisco. OK. OK. Et donc là, moi, je me retrouve devant, mettons, ChatGPT, puis je me mets à taper. Je lui pose une question, il me répond avec un texte. Oui. J'ai quasiment l'impression qu'il a fait une recherche sur Google, il a pris tout ce qu'il a trouvé, puis il a packagé ça dans un texte pour que moi, je puisse le lire. Euh, il y a deux façons qu'on peut travailler en arrière. Puis comme c'est des entreprises privées qui ne nous expliquent pas trop comment ça marche, on ne sait pas si c'est ça ou si c'est de l'autre sens. Mais il y a une technique qui s'appelle RAG, qui c'est Retrieval Augmented Generation, qui essentiellement, c'est là, ils vont aller chercher du contenu pour grossir le prompt avant qu'il commence à cracher du texte. OK. Donc, ça, c'est un peu la façon où tu peux aller chercher du contenu, c'est des moteurs de recherche, des documents PDF, des choses dans ton ordinateur, une base de données d'entreprise, etc. Fait que là, OK. ça, ce que ça fait, c'est que ça va chercher plein d'extraits en mode moteur de recherche dans plein de documents qui semblent pertinents avec l'histoire des vecteurs que j'ai parlé tantôt, qu'ils essayent d'être le plus parallèle possible. Donc, Mhm. elle dit, OK, ben, je te donne 100 000 documents, trouve-moi les 5 documents les plus parallèles au prompt que j'ai reçu. Puis là, il va prendre des morceaux de ça, puis il va les rajouter dans le prompt. Puis après ça, il va donner une consigne en disant, ben, raconte ton blabla, mais tiens compte beaucoup de ce que je viens de te shipper. Ben ouais. Fait que ça, OK. c'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression que ça vient d'un moteur de recherche, mais c'est le contenu du moteur de recherche a été rajouté dans le prompt et non pas dans la réponse. OK. OK. Fait que là, maintenant, si on revient à l'histoire de la peur du IA. Donc, moi, si je me souviens bien de mes films de science-fiction, ce qui fait peur, c'est quand l'intelligence artificielle, quand cette entité-là devient consciente et essaye de délibérément d'éliminer une menace qui serait l'humanité. Et donc là, quand tu me racontes ça, cette histoire de vecteur, puis cette potentiel de recherche avancée, là, on est loin d'avoir de la conscience là-dedans. Euh, Ce qu'on a, c'est des ensembles de nombres. Donc, on a un gros bâton de chiffres. Puis, essentiellement, ce que ça fait un algorithme d'intelligence artificielle de ce type-là, de type apprentissage profond, c'est des additions et des multiplications. Ça en fait des OK. centaines de milliards parce que les modèles, maintenant, on entend parler qu'ils ont 150 milliards de paramètres, des choses comme ça. Dans le fond, ces chiffres-là sont juste tous additionnés et multipliés ensemble. À la fin, ça donne Hmm. un chiffre. Ce chiffre-là, dans la base de données, il correspond à un mot. Puis ça dit, OK, ben, le prochain mot du texte à produire, c'est banane. Là, fait que là, il ajoute banane, puis là, il recommence l'exercice au complet. Il reprend le prompt au complet avec banane dans le prompt à la fin, puis il refait son exercice à chaque fois. Fait que ça a Hmm. pris 175 milliards de paramètres pour générer banane. Puis après ça, ça prend 175 milliards de calculs pour générer jaune, par exemple. Mais là, même si c'est très, très rapide, là, on n'est pas à la vitesse du cerveau humain. Non, vraiment pas. Euh, Puis ça, c'est rapide parce que ça roule dans des gros centres de données
rempli d'ordinateurs en parallèle. Ça C'est pour prend ça beaucoup qu'on est capable. d'électricité. Ça consomme énormément d'électricité. Alors que notre cerveau, nous comme humains, notre cerveau consomme à peu près 20 watts. Fait que, tu sais, un petit fluo compact, là, on est là. On n'est même pas des 100 watts. On dit des fois on est 100 watts, mais non, Ouais. on est à peu près des 20 watts. Là. Notre cerveau, c'est 20 watts. Moi, mon cerveau, il marche sur les ondes d'un Q-tip, 2 watts. Sur Mais c'est cette- ça. Ouais. C'est pour ça que comparer le cerveau à une machine énorme, c'est très difficile. Puis il y en a beaucoup qui essaient de dire qu'on va dépasser un jour l'intelligence humaine, mais en termes de quantité de neurones, on n'a pas dépassé le poisson rouge en sort, mais encore, même avec 175 milliards pour ChatGPT, le 3, là. Ben, le 4, ils ne veulent pas le dire, il y en a combien, mais le 3, il y avait 175 milliards. C'est moins qu'un poisson rouge. L'autre article que j'ai trouvé, le deuxième, c'en est un qui avait fait beaucoup parler parce qu'on parle de l'impact sur les gens, hein, l'impact direct, Oui, c'est-à-dire les emplois. ben ouais. Donc, l'article que j'ai trouvé, c'est dire les nouveaux emplois en intelligence artificielle, des salaires jusqu'à 180 000 $. J'ai fait exprès de prendre un article qui était positif parce qu'on le sait, ça fait 10 ans qu'on parle déjà de l'automatisation puis de l'intelligence artificielle, deux concepts différents mais reliés. Et là, on se dit, ben là, avec les AI, on va bientôt perdre notre job. En fait, il y en a déjà qui ont commencé à perdre leur emploi. Il y a eu des annonces comme ça d'équipes d'une application ou d'une autre qui faisaient du contenu qui maintenant c'est généré par ChatGPT et qui ont perdu leur job. Donc, dans l'article ici, ce que ça dit, c'est que, bien évidemment, l'intelligence artificielle est en plein essor, hein, puis c'est très, très prometteur. Ça va atteindre une valeur de 2000 milliards de dollars comme domaine d'affaires d'ici 2030. OK. Là, tous les dirigeants sentent l'urgence d'intégrer l'AI dans tout. Hein? Tu vas sur n'importe quel site, là, puis d'un coup, tu as une fonction d'AI qui ne sert absolument à rien, mais tu l'as. Puis malgré les craintes liées à l'automatisation, l'AI, ça va créer entre 20 et 50 millions de nouveaux emplois d'ici la fin de la décennie. Donc, c'est quand même pas rien, mais c'est juste que je comprends que quelqu'un qui a fait ses études dans les années 70 va peut-être pas nécessairement pouvoir recycler son travail Ben, en AI, mais c'est pas comme si tout le monde avait perdu sa job. non, mais c'est comme toute nouvelle technologie. Je veux dire, quand la télé est arrivée, ben, ça a créé des nouveaux emplois. Est-ce qu'il y a des emplois qui ont été perdus au niveau de la radio? Probablement. Ouais. Quand les voitures sont arrivées, ben, avant les voitures, on avait quoi? On avait des chevaux, mais je peux vous Ouais. garantir que la quantité de chevaux a diminué Les chevaux ont drastiquement. perdu le job. Oui, exact. Et donc, c'est normal, c'est Ouais. que c'est pas juste, faut pas juste voir ça comme, ah, me, myself, alors, moi, je vais perdre Ouais, ma job, ouais. mais c'est dire, oui, ça a un impact sur l'industrie. Puis oui, il y a des choses qui peuvent être automatisées, C'est ce que l'impact est plus gros que les autres avancées technologiques peut-être plus normalement. Tu sais, rapide. peut-être plus rapide, peut-être plus euh, imminent et c'est comme un gros nuage qui arrive. Tu sais. Regarde, quand ils ont sorti les VHS, là, puis que tu pouvais en acheter, ouais, ça va être fini les cinémas. Ouais, il y a encore des cinémas. Ben, Tu exact. sais. Fait que toutes les avancées technologiques, là, le streaming, bon, il n'y aura plus de cinéma, mais il y a encore du cinéma. Il y en a moins, par exemple. Ben, c'est sûr. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, tout coûte plus cher. Fait qu'à un moment donné, les gens font des choix, hein. Ouais. Puis c'est comme ça que les organisations pensent aussi. On va automatiser parce que ça coûte moins cher, hein, donc on peut couper des postes. Mais est-ce que ça veut dire que tous ces humains-là qui ont perdu leur poste ne seront plus jamais capables de travailler? Je ne le crois pas, là. Ouais. Ah, ben, Qu'est-ce que tu en penses, François? comme l'arrivée de l'informatique a fait plein de jobs à, par exemple, des gens qui tapaient à la dactylo et autres. Mhm. Euh, les gens, après ça, qui tapaient à la dactylo, ben, sont mis à taper à l'ordinateur. Fait que ça a été un déplacement de leur job. Mais il y a une autre chose qui est apparue avec l'informatique qui crée énormément d'emplois, c'est ce qu'on appelle le département des TI. Mhm. Mhm. Ça, c'est gros dans une compagnie, le département des TI en général, là. Fait que C'est une dépense. l'informatique, ouais, c'est ça, c'est une dépense. L'informatique, ça amène beaucoup de complexité et de problèmes et de bugs et de questionnements parce que maintenant, il y a engagement des gens en éthique de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Fait que ça fait juste créer des nouveaux problèmes. Ça crée des Ouais. nouveaux problèmes essentiellement qu'on doit régler. Et les gens qui sont en mesure de comprendre et régler ces problèmes-là
c'est pas nécessairement des gens qui ont des études universitaires, c'est des gens qui comprennent le métier de façon fondamentale parce que l'intelligence artificielle, contrairement à d'autres technologies, c'est que là, on fait de quoi beaucoup plus rapidement, mais avec du hasard. Personne ne sait ce qui va sortir quand tu tapes ton prompt. Ouais, Il y a du hasard. Alors que toute la transition de l'informatique avant, c'était de reproduire de façon précise ce qui était fait avant manuellement. Puis tous les gens qui sont dans le lean et tout ça connaissent le principe de Six Sigma, où l'idée, c'est que tu essaies de réduire ton taux d'erreur à très, très petit grâce, entre autres, à l'informatique. Là, tout ce qui est de Six Sigma puis d'assurance qualité et de précision, quand tu as un outil comme ChatGPT qui sort souvent un peu n'importe quoi, tu es à 0 Sigma en ce moment. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu être capable de réfléchir puis de dire, OK, ouais, je doute de la réponse, je vais pousser ma recherche un petit peu plus loin Non, parce mais là, que. c'est du travail, là. Mais l'autre endroit où les gens peuvent avoir une crainte, c'est dans les arts, parce que on a vu avec bon l'extension des AI, il y a d'autres outils qui ont vu le jour où on peut générer des images, puis on s'entend que monsieur ici l'utilise allègrement. Ouais. Mais, tu sais, j'ai eu ce débat moral-là, Ouais, pour être honnête avec toi. Moi, je me sens très à l'aise parce qu'en toi et moi, mes vignettes de podcast avant, c'était du Unsplash, puis tu sais, c'est c'était ça. des choses gratuites en ligne, gratuits, fait que je payais pas. Puis je passais du temps à chercher ça, puis des fois, je sacrais, parce que je trouvais pas. Mais là, à cette heure, je paye pour quelque chose, hein. Je paye pas cher, là, 10 par mois. Puis je peux faire les images que je veux. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de créativité que je pensais grâce à Mhm. cet outil-là et qui me permet de faire plein de choses. Je commence à faire des BD avec ça, toutes sortes d'affaires. Donc, tu sais, honnêtement, moi, ça me sert beaucoup, puis je remplace pas la job de personne. Mais moi, fait que moi, je suis à l'aise avec Ben, ça. à ton échelle, à notre échelle, À notre échelle, c'est exactement. C'est ça, il y a deux choses. Il y a des choses qu'on fait qu'on n'aurait pas payé pour parce que là, maintenant, on a juste l'outil, on a le jouet pour s'amuser à ouais. créer d'une autre façon. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui arrive, c'est que tout l'algorithme qui génère les images s'est inspiré du travail qui Ouais. a été fait par des gens qui, eux, ultimement, ne sont plus payés pour le faire. Fait que il y a toute la notion aussi de est-ce qu'on va être capable de continuer à avancer. Ouais, ça Parce va qu'on être s'entend qu'il y a, limité. il y a un pattern dans les images d'IA que on est encore beaucoup capable de reconnaître que ça a été généré par l'IA. Exact. Parce qu'il y a des affaires weird, surtout quand tu as des humains, là, ils ont 6 doigts, puis là, il y a des bizarreries Oh, comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a aussi une question d'apprécier le processus de création dans l'art, que je crois que malheureusement, on a tendance un peu à oublier que les artistes, c'est pas le résultat final souvent qui les intéresse, c'est le pendant. Ah, j'aime Fait que ça. je pense qu'il y a il y a toute cette partie-là de toi, ce qui te fait, même quand tu génères tes images avec un Midjourney et autres, qu'est-ce qui te fait triper le plus, le résultat final ou toutes les expérimentations que tu as faites puis que tu es parti à rire parce que ça n'avait pas d'allure entre les deux? On s'entend. C'est 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 les, ça. c'est les deux, parce que moi, je fais de quoi avec le résultat final, mais tout le niaisage, puis le ben oui. temps perdu, temps de génération perdu, hein, Oh, oui. à essayer de comprendre donc pas que je veux un casse. C'est Mais ça. Mais ça, là, c'est là aussi, tu sais, les artistes, ils ont ça aussi. Ce que tu vois, c'est ce qu'ils ont décidé que c'était montrable. Ouais, Mais ouais, exact, exact. C'est la demande à même chose. quelqu'un qui fait de la Ouais. peinture, là, ceux-là qui sont dans l'exposition, là, ils en ont scrappé 15 avant d'en choisir une qui Ouais. allait là. Là. ouais, 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 Il y tout à a fait. toute cette partie-là aussi qu'on oublie que ça marche pas du premier coup en vrai, puis le processus de création est important en arrière. Hmm. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on entend parler là, de ChatGPT et de tout ça. Ça fait quoi, peut-être 1 an et demi, 2 ans? Parce que c'est courant dans les discours, là, à une nouvelle, puis au Ouais. travail. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Mais C'est novembre 2022, ChatGPT. Bon, ouais. et OK, donc c'est fin 2022, là, on est à la mi-2024, donc ça fait à peu près 1 an et demi.
Oui. Et comment se fait-il qu'il y aurait eu autant de coupures à cause de l'IA? Moi, je pense personnellement que cette coupure de masse n'est pas nécessairement directement reliée à l'arrivée de ces outils-là. Qu'est-ce que tu en Non, penses? moi, je crois que c'était juste une maudite bonne excuse pour les surembauches de la COVID. Ah! Ça leur prenait une excuse, puis là, il y avait l'excuse parfaite pour faire du ménage dans tous les gens qui ont été embauchés pour la période COVID, où ce que nécessairement, on était tous moins productifs. Oui. Puis personne ne voulait travailler, fait qu'on prenait ce qu'il y avait. Hein? Ouais, Le ouais. prochain article, c'est, j'ai bien aimé, ça en a parlé dans les nouvelles là, pas mal là, dans les dernières semaines, c'est qu'après le spam, maintenant, tu as le slop. Le slop, Le c'est slop. essentiellement, ils appellent ça une nouvelle nuisance hein, sur Internet générée par les AI. Fait que le slop, c'est des bouts de pages web, d'images ou de vidéos générées par l'IA qui inondent l'Internet puis qui c'est nécessairement de mauvaise qualité parce que basé sur on ne sait pas quoi. Et l'exemple qui a fait les nouvelles un peu partout, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait demandé sur Google comment je fais pour que le fromage de ma pizza colle vraiment bien. Puis la première réponse de Google qui était générée par AI, hein, fait que c'était pas le premier site, c'était un extrait hein, qui disait Ouais. ben, tu peux mettre de la colle dans ta pizza, Ben oui, on va mettre de la colle blanche de la dedans. colle blanche. Fait que, évidemment, personne ne va croire ça. D'un autre côté, plein de monde vont croire ça. Google le dit. Ben oui. Hein? Fait que le slop, François, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Justement, quand tu crées un algorithme d'intelligence artificielle, les données que tu rentres dedans, c'est super important de choisir des données de qualité. Le problème, c'est que sur Internet, les données de qualité, c'est pas les données les plus fréquentes. Les données les Ah, plus fréquentes sur Internet, c'est des memes, puis des Des jokes, conspirations, puis ouais, ouais, ouais. puis des conspirations, puis dans le fond, il y a beaucoup plus de contenu qui est écrit sur Reddit que sur Wikipédia dans Ouais. une journée. Il y ben a beaucoup ouais. plus de niaiseries écrites sur Reddit que sur Wikipédia dans une journée, je C'est vous ça. garantis. Mais, mais pour l'intelligence artificielle, une phrase, c'est une phrase. Qu'elle vienne de Reddit ou de Wikipédia, pour lui, c'est la même affaire parce que Ouais. c'est tout blendé c'est des chiffres. Mais Ça, après, ça ça, pourrait être, tu sais, on pourrait, dans un IA, on pourrait décider que telle ou telle source a plus de valeur qu'une autre, non? à quelque part, on pourrait s'orienter en disant je vais prioriser Wikipédia, mais la façon de le faire est encore un sujet de recherche parce que ce que l'algorithme apprend, c'est quel mot suit quel mot. Ouais. Puis le modèle est tellement gros que comment tu mets l'importance dedans? Tu sais, disons que tu veux donner plus de poids à une source, comment tu fais pour Ouais. que ce poids-là, il passe à travers tout? Parce que dans le milieu du modèle, il y a on se rappelle les vecteurs. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Le vecteur, il se rappelle plus pantoute d'où ce qui vient parce que c'est comme la moyenne du contexte de où ce que ce mot-là se trouvait dans tous les textes qu'il y a OK, vu. Ah, ouais. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de référence à l'origine, là. Ça, c'est ça. Ce qui sort a aucune idée de ce qui est rentré. C'est vraiment. C'est comme si tu essayais de retrouver les grains de farine, avoir fait un gâteau. Hey, tu mets un petit GPS, là. ah. C'est Il y a ça, une tu sais, transformation. t'as la transformation chimique, etc., qui fait que c'est même plus les mêmes molécules à la fin. Ben Ouais, ouais, Ben, ouais, ouais, OK. c'est un ouais, peu ouais. ça qui arrive. Comme ça, voit les mots comme des atomes, puis les phrases comme des molécules. Puis après ça, ben, on fait plein de transformations chimiques pour ressortir à la fin une nouvelle molécule, mais tu sais pas d'où ce qu'elle vient. Parce qu'à la fin, tout ce que tu as, c'est ben, tu as le mot qui a été sorti, mais en réalité, le mot, c'est juste lui qui était le plus probable parmi tous les mots. Ce que le OK. modèle il sort en réalité, c'est comme la probabilité que le prochain mot soit avec tout le dictionnaire au complet. Fait que là, j'ai l'impression qu'on a changé un mal pour un autre, dans le sens que avant, quand tu faisais une recherche sur Google, ce que tu avais, généralement, c'était l'extrait d'un article mieux pertinent, peut-être, Ouais. pour ta question. Maintenant qu'ils ont mis le robot conversationnel Gemini, ben, c'est Gemini qui répond en allant chercher quelque chose Ce qui est populaire. on sait, c'est ça, ce qu'on ne sait pas exactement si c'est de qualité. Puis, tu sais, c'est pas plus garanti que le premier site qui sortait était de meilleure qualité. Il y avait juste un meilleur SEO dessus, là, hein. Il était mieux optimisé pour sortir dans Google. C'est ça. Souvent, le contenu aide beaucoup. Quand tu as du contenu de qualité, tu vas sortir en premier, mais c'est pas. Ouais. Il y a des moyens de contourner ça, tu sais.
Oui, c'est ça. Il y a toujours eu des gens qui se sont amusés à faire ressortir leur site avec toutes les astuces possibles. Ouais. Il y a des Euh, concours de ça, hein. c'est ça. Je me rappelle dans le temps, tu mettais un mot-clé en blanc caché dans le bas de la page bien souvent pour ressortir en premier. Après ça, il y a eu l'histoire qu'il fallait que tu mettes des liens vers plein de sites. Ouais. Et, Ça ben, ouais, comptait le nombre, Link ça Farms. comptait Du référencement. du référencement avec des liens, ça comptait dans le fond, plus il y avait de sites qui allaient vers le tien, plus le tien était haut. Ouais. Mais puis là, ben, tout ça, c'est comme resté, mais ils ont rajouté des couches à chaque fois pour rendre ça de plus en plus complexe. Mais tu as des gens aujourd'hui qui sont très brillants, qui suivent tout ça, puis qui sont capables de faire des sites web qui ramassent tous ces hacks-là ensemble et qui vont encore Mm. ressortir en haut. Puis je dirais, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Ziff Davis. Ok. Ziff Davis possède beaucoup de sites très populaires, style Lifehacker. C'est toujours les mêmes qui sortent, le Salon, Forbes. Euh, Beaucoup de ces sites-là, pas tous, mais beaucoup d'entre eux appartiennent à une boîte qui s'appelle Ziff Davis. Puis eux, OK. c'est pas mal. Eux, ils reçoivent 20% des clics sur Google. Ouais. Ça doit être payant. C'est ça. Puis c'est des sites qu'on connaît, là. J'ai nommé Lifehacker, mais tout ce genre de sites-là que BuzzFeed, Ouais, ouais, ouais. qui Ouais, sont tout ouais. le temps en haut en SEO, eux ont intégré depuis 20 ans toutes les tactiques de Google. Fait que Google leur donne énormément de poids, hein. Pour continuer un petit peu dans, on cherche d'informations, mais on n'a pas exactement la bonne information. Le dernier des articles que j'avais, ben, c'était carrément la désinformation, hein, par l'IA. Ah, ouais. Donc, l'intelligence artificielle, selon l'article, favorise la propagation de fausses informations sur l'Holocauste. Hein, donc, bon, l'article là, qui parle du rôle de l'intelligence artificielle dans les diffusions de fausses informations, l'auteur explique que l'IA est utilisée pour créer des vidéos, des images réalistes qui peuvent être manipulées pour propager les théories du complot, Ben oui. nier l'existence de l'Holocauste ou de n'importe quelle autre tragédie. Ben écoute, je t'en rajoute une. Dès ce matin, là, j'ai Ouais. découvert que tu peux créer un espèce de chatbot. Là, donc, tu branches un GPT avec un API sur Twitter pour générer des réponses automatisées avec un angle politique que tu veux. Et donc, apparemment que les Russes utilisent ça pour mettre l'huile sur le feu aux États-Unis à travers Twitter dans des conversations houleuses là, entre les Oui. rouges et les bleus. Puis, Nous autres, puis ils ont expiré leur quota d'API pour le mois, ce qui fait que le dernier tweet du robot était le message d'erreur de ChatGPT. C'est comme ça qu'ils se sont Oui, c'est rendus comme ça qu'ils compte de s'en ont ça. rendu compte. Eh. génial. Et puis, en tout cas, une autre bonne raison pour pas être sur X, tant qu'à moi. Là. Ah oui, Twitter, c'est devenu X, Ouais. Mais il n'y a jamais. pas de, mais il y a plus de bots sur X, voyons donc. Elon Musk a tout enlevé les bots Il là, a sur tout enlevé X. ça. Il a tout enlevé l'intérêt aussi. Mais un exemple de désinformation qui vient pas de l'IA, mais à quel point ça se propage rapidement, puis c'est ultra ironique, c'est que cette semaine, l'Internet a tué Noam Chomsky. Ah ouais. Et il y a eu des avis de décès partout. Hum. Comme quoi, Non. il était mort, mais il est pas Ben ouais. mort. C'est une fake news qui a juste explosé sur X. Ben, c'est ça. Ouais. Ah, Et Seigneur. l'affaire, c'est que Noam Chomsky a passé une grande partie de sa vie à expliquer les mécanismes de désinformation dans les médias. Puis la désinformation l'a tué cette semaine. C'est que c'est Ah, complètement ironique, mais ça prouve à quel point que ces théories euh, ah, autour de la propagande, ces théories fonctionnent très, très bien. c'est un Euh, chat. que c'est super intéressant. Puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent que Noam Chomsky, parce que c'est un linguiste, ben lui, sa théorie de génération du langage est contraire à ce que ChatGPT fait. Fait que là, il y a beaucoup qui disent que dans le fond, il s'est complètement trompé, mais je pense qu'on n'a pas fini avec on n'a pas fini avec toutes les théories de Noam Chomsky. Ah, ben, Ouais. peut-être que sa théorie, lui, pourrait être utilisée d'une autre façon avec un autre algorithme. Exact, c'est ça. Euh, Fait que tu sais, tout ce qui touche la désinformation, c'est une question de volume. Souvent, la vérité va se trouver sur des sites de référence, des Wikipédia, des grands médias et autres. On peut considérer la vérité dans le sens que ça a été validé par plusieurs personnes, Ouais. même si c'est pas à toute épreuve non plus. Ben, c'est ça, les vrais journalistes ont en quelque sorte le devoir de vérifier leurs sources.
Ça n'a pas changé depuis des Exact. décennies, celle-là. Exact. Sauf que Puis, quand on fait un site qui a l'air d'un site de nouvelles, est-ce que ça a été conçu, écrit par des vrais journalistes ou bien c'est la désinformation? Mais le GPT, il n'est pas capable de faire la distinction. non, en effet, pour lui, c'est des mots. Mm. Puis l'idée, c'est que l'entreprise qui entraîne l'algorithme pourrait décider d'enlever ces sources-là. Mais faire le ménage dans toutes les données sur le web, c'est une tâche énorme, puis c'est Ah pas ouais. nécessairement quelque chose qui les intéresse. Parce que il y a une autre chose aussi avec les algorithmes, c'est que pour qu'ils soient bons, pour être capable d'entraîner 175 milliards de paramètres, ça te prend tellement de données que s'ils commencent à enlever ce qui est pas bon, ils en auront plus assez. Hmm. Parce que, parce que c'est mauvais en termes termes de vérité, en termes de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est factuel, mais ça reste des phrases bien conçues pareil. Mhm. Fait que ça a une valeur pareille pour entraîner le modèle dans le sens que c'est une phrase bien conçue ou peut-être que tu veux demander un ton de voix de, dis-moi ça, mais dans la tête d'un conservateur, par exemple. Ce qui peut OK. être très pertinent parce que tu peux aussi t'en servir pour, OK, comment que quelqu'un d'extrême droite expliquerait ce concept-là. Intéressant. Fait Absolument. que, d'un autre côté, ça peut être utile aussi. C'est juste que si c'est du contenu majoritaire, d'un point de vue statistique, c'est ça qui va ressortir en premier, juste parce que le robot l'a vu plus souvent associer COVID avec 5G, par exemple. Ouais, 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 ouais. Il l'a vu beaucoup. Fait que pour lui, si tu lui demandes est-ce que le vaccin de la COVID implémente une puce 5G, ça se peut qu'il te dise oui parce qu'il l'a tellement lu souvent que pour lui, ces deux mots-là font du sens dans la même Ouais. phrase. COVID des vaccins. Hmm? Et c'est là qu'est le danger, c'est autrement dit, c'est la désinformation qu'on pourrait qualifier d'artificielle, parce C'est, qu'elle ouais. est propagée par le fait qu'il y a beaucoup de sources de Oui, désinformation. exact. Et tu n'as pas besoin d'un algorithme sophistiqué pour comprendre, pour générer ce genre de faux liens-là parce que c'est juste des co-occurrences. Est-ce que ces mots-là se retrouvent souvent ensemble? Au C'est final, c'est de la faute de l'humain. Toi, t'es de la faute de l'humain, Pierre. euh, Messieurs, je remarque que la discussion s'en va, prend une tangente technique assez intense. J'aimerais ça vous proposer qu'on fasse une petite pause, qu'on aille écouter quelque chose d'un peu plus drôle avec un nouveau chroniqueur. Nouveau chroniqueur. Oui, on a des surprises comme ça, Pierre. Et Excellent. on revient dans quelques minutes. Les pirates, si je ne me trompe pas, je viens juste de vous promettre un nouveau chroniqueur avec une nouvelle chronique. Et là, Me hey, v'là. Nicolas Quevillon, comment ça va? Ça va super bien. C'est pas la Écoutez, première fois que tu viens chez nous, là. non, c'est pas la première fois, mais là, je viens avec des motifs complètement différents cette fois-ci. Mhm. Je viens pas pour faire le bien cette fois-ci. Je viens pour faire Oh! le mal, Oh, Hein, carrément. on dit, si tu fais le bien, fais le mal. Hmm? C'est ça, fait que j'essaie de bien le faire, évidemment. Parce que je lisais l'actualité depuis quelques mois. Puis j'écoutais Go Pirate. Puis les fils se sont touchés. Puis je me suis dit, euh, faudrait que Ça j'aille promet. chialer un petit peu. Je OK, trouvais que ça OK. manquait. Ça manquait. Vous êtes un peu trop positif, les gars. Vous êtes un petit peu trop. Vous êtes un peu trop concret dans vos solutions, des choses comme ça. Puis je me suis dit, le monde va pas si bien. Alors, je vois qu'au moins vous avez mis un background de circonstances. Fait Ben, que, écoute, pour ceux qui nous écoutent en audio seulement, mon background en ce moment, c'est on est dans un nid de dos à bureau, puis tout brûle. c'est Parce vrai. que je vais te laisser expliquer le concept, Nicolas. L'idée derrière tout brûle, c'est parce que nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans la chronique. Fait que je suis prêt. c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. J'ai ramassé quelques petits trucs, peut-être quelques anecdotes qui viennent de Ouais. l'actualité, de à Mhm. quel point euh, Le monde va bien. le monde va bien, mais plus spécifiquement le monde du travail, les marchands en général, tout ça, et à quel point on se fait vraiment solidement entuber. OK? Fait que Entubé. Mhm. ouais, je vais essayer d'être quand même coloré dans mon langage pour pas être juste
purement grossier. Là. Je vais essayer d'être aussi intelligent dans l'analyse et la critique, d'aller pousser un petit peu plus loin. Là. Après tout, on n'est pas à Radio X ici. Et comme vous vous en doutez, je vais barbouiller aussi. D'accord. Alors, je vais me gâter là, pour dire à quel point, finalement, tout le monde est des idiots dans cette histoire-là. Mais je tiens à spécifier que je ne me considère que moi aussi comme un idiot. Alors, je pense qu'on est tous... je vais épargner personne. Fait que on va argumenter. J'essaie de vous prendre un peu par surprise avec c'est quoi les sujets. Ça se peut qu'il y en a que vous connaissez, vous avez entendu parler. J'espère que je vais bien résumer l'affaire. Puis le but, ben, c'est on argumente, on essaye de dire ben ça ne pas dans l'eau ou quoi que ce soit. Puis un peu comme argumenter avec un ingénieur. C'est un peu comme se battre dans la boîte avec un cochon. Après 35 minutes, tu te rends compte que lui, il aime ça, puis toi, tu es couvert de boîte. Alors, on va essayer de on va essayer de faire un peu ça. Fait que commençons. J'ai 2 petites anecdotes pour vous. Fait que j'enchaîne immédiatement avec la première. Écoute. C'est bon? Vas-y, on t'écoute. OK. Avez-vous entendu parler de la réparation d'appareils de Samsung récemment? Réparation d'appareils, le droit à la réparation, c'est un sujet qui est pas mal couramment dans les journaux, mais celle de Samsung en particulier, non. Tu parles de téléphone ou des appareils Samsung de tous les appareils Samsung en général électroniques, OK? Fait que oui, effectivement, c'est quoi le droit à la réparation? C'est que quand tu achètes quelque chose, tu devrais pouvoir le réparer. Tu devrais pouvoir avoir des pièces qui viennent du fabricant, etc. Tout ça. Fait que là, quelques compagnies se sont sorties un petit peu des règles pour rendre ça très profitable, la réparation d'appareils. Fait qu'une compagnie qui a été d'ailleurs vraiment pris la main dans le sac avec ça, c'est Apple. Il y a énormément d'années de ça. Même les premiers iPhones et les... en passant, j'ai rien contre Apple en particulier, j'haïs tout le monde qui fait des appareils. Okay? Mais ils se sont fait prendre la main dans le sac parce qu'ils faisaient ce qui s'appelle de l'obsolescence programmée. Ils fabriquaient un appareil, puis ils avaient designé une batterie qui va durer à peu près 18 mois, période à laquelle c'est plus garanti. Ou encore, pour honorer la garantie et réparer la batterie, faut que tu leur envoies. Mais là, pas n'importe quoi, il n'y a pas un système affranchi, tout ça. Tu dois maller ça directement à leur centre de service à eux et ils vont remplacer l'affaire. Puis ça va te coûter, à l'époque, ça coûtait comme 200 $. Puis là, quand tu appelais, il y a des enregistrements du staff d'Apple qui disaient ben, à ce prix-là, tu devrais t'en racheter un neuf tant qu'à faire. Quelle belle façon de le faire acheter. Évidemment, quand ça a été découvert, ça a été un scandale, puis Apple l'a fermé. Ça a été un scandale, puis tout le monde s'en fout maintenant. OK? Alors, parlons d'autres qui ont suivi la parade. Il meurt, là, ton micro. Mon micro. Fait que Google aussi fait ça. En fait, ils ont annoncé des programmes de réparation, des ci, des ça. Puis, quand tu achètes un écran de remplacement pour ton ancien téléphone Pixel fait par Google, ben, probablement que ça va te coûter 200$ l'assemblage tout collé de ça. Puis, si tu regardes le même téléphone usagé sur Marketplace ou sur eBay, en moyenne, il ne coûte pas plus que 150$. Fait que le nouvel écran, il va coûter 200$. Fait que c'est une autre façon détournée de te faire en acheter un neuf. Alors, bravo. Mais Samsung, eux autres, sont allés vraiment très, très, très loin. Eux autres, ils ont fait des grosses campagnes publicitaires vraiment intenses pour dire hey, on a annoncé un partenariat avec iFixit, la compagnie de réparation qui fait plein de ça et tout. Puis, oui, les pièces vont être disponibles, tout ça. Et ça s'est jamais matérialisé. Et récemment, dans les dernières semaines, iFixit a dit ben, c'est bien beau qu'est-ce qu'ils ont dit, mais nous, on back out du deal parce que ils nous rendent ça impossible à faire et ça coûte énormément cher. Mais j'ai pas fini. C'est pas terminé, la dystopie. Savez-vous qu'est-ce que ça prend pour être un centre de réparation autorisé Apple ou même un centre de réparation autorisé Samsung? J'en ouvrirai pas un, fait que non. Ben, attends. Pour être un centre autorisé et homologué, ce que tu dois faire, c'est que tu dois espionner tes clients. Ah ben, je comprends. Ah ben oui. Si tu arrives avec un téléphone Apple à faire réparer dans un centre autorisé Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent dans ton appareil si tu as une batterie remplacée, une pièce contrefaçon, qu'ils disent. Et là,
toi, en tant qu'agent de centre de réparation officiel, tu dois recenser qui est cette personne-là, prendre ses coordonnées, les communiquer à Apple et tu dois aussi confisquer leur appareil. Ça, c'est des règles. Et si tu ne suis pas ces règles-là, tu ne peux pas être un centre autorisé de réparation Apple. Et Samsung, c'est la même chose. Ben, voilà. Fait que Samsung, ça fait un scandale, puis c'est en train de fermer. Eh ben non, hein. Samsung, là en plus, ça, les autres, c'est un side business, là, faire des appareils électroniques. Tu sais, les containers là, de transport là, sont presque toutes faits par Samsung. Tu sais, les gros conteneurs en acier, ils font tout, Samsung. Ils font tout. Puis ça, ben, on va parler peut-être un peu plus tard aussi, mais ah oui, grande nouvelle. Savez-vous, les télés LG? Bon, ben, les télés LG, c'est des télés il y a des télés intelligentes maintenant. Ouais. Mais par défaut, si tu achètes une télé LG, si tu ne vas pas dans les paramètres très loin là, dans la configuration, la télé LG, elle t'espionne. Hey. Non. Ils revendent tes informations personnelles de qu'est-ce que tu écoutes. Puis ça dit même que l'audio et la vidéo qui provient de ta petite micro-caméra, parce que hey, tu veux ça, toi, ta télé, hein, tu voudrais pouvoir faire un appel sur Facebook Messenger avec ta tante, en utilisant ta TV, bien sûr. Donc, c'est une fonctionnalité que tu as besoin, ça, une caméra sur ta TV. Tu sais, quand tu fais ton Netflix and chill, c'est le fun de savoir que quelqu'un te regarde. Fait que voilà. Fait que eux, par défaut, ils vendent tes informations. Tu dois aller dans les paramètres pour aller dire « Ne vends pas mes informations, man. » Mais attends, là. Ça a fait scandale, puis LG est en train de fermer. Ah ben oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai besoin d'un fortifiant. Je vais prendre un petit peu de ma gorge qui commence à fléchir. Prendre un petit peu de sirop de mélasse. Ouais, un petit peu de miel au travers. Ce qui est drôle, tu sais, s'il y a un domaine où on a toujours eu droit à la réparation, c'est par exemple les voitures. Mais là, avec l'arrivée de ces nouvelles voitures, comme je ne vais pas les nommer, mais mettons Tesla. Ouais, c'est drôle, je trouve. C'est un produit qui est fermé. Il y a, récemment, quelqu'un disait à la radio, il y a une crevaison. Ouais, ben oui, mais là. Ça a coûté 400 $ changer le pneu, puis il ne pouvait pas le faire lui-même, évidemment. Il a dû faire venir des spécialistes. Ouais, ben ça c'est seulement anecdotique. J'ai pas fait assez de recherches pour trouver des preuves tangibles de ça, mais j'ai entendu dire que certaines voitures très intelligentes, disons ça comme ça, avaient des senseurs quand tu levais la suspension. Parce que souvent, c'est des voitures électriques. Puis leur excuse, c'était « Ah, ben là, quand tu lèves la suspension, c'est peut-être parce que tu as eu une collision ou quelque chose. Puis ça se pourrait que la batterie soit endommagée. On veut vérifier avant que tu conduises. Alors, par mesure de sécurité, on va désactiver la voiture. Si jamais on sent ça. Mais quand tu vas dans un garage, qui n'est pas le garage officiel, puis qu'ils ne savent pas ça, puis qu'ils lèvent ta voiture pour changer ton pneu, par exemple, qu'est-ce qui se passe? La voiture se désactive. Ben, c'est pour ça que tu l'as amené au garage, parce qu'elle ne marche plus. Fait qu'ils fassent leur job. C'est ça. Puis après ça, ils vont te dire « Ah oui, c'est désactivé. » Puis là, le garage principal, après, tu vas dire « Hey, la voiture ne marche plus depuis que. » Fait que là, eux autres, ils vont dire « Hey, ben là, on n'est plus tenu d'honorer ta garantie parce que tu as été dans un garage non autorisé. Hein? » Puis, en plus, on va te charger un frais pour activer ta voiture. Fait que c'est du pur... comment t'appelles ça? Comment ce Maurice appelait ça? Du monopole? Non, non, voyons, subscription servdom. Parce que là, on paye pour avoir le droit d'utiliser ton char, pour avoir le banc chauffant. C'est ça, exact. Fait que ça m'en fait venir à ma deuxième chronique par rapport à ça. Alors, là, c'est bien gros la mode. Aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de protection contre l'empêchage. Il n'y a pas beaucoup de protection, point. Mais au niveau légal, si tu peux, aux États-Unis, il n'y a pas de protection si tu dis « J'accepte de ne pas te poursuivre », puis tu dis « OK ». J'accepte d'aller en arbitrage. Fait que les compagnies ont changé leur politique d'utilisation de beaucoup d'applications. Et là, il y a plein de coupables là-dedans. On en reviendra, mais je vais parler d'un cas en particulier. Où ils ont dit, dans le fond, ben, vous ne pouvez pas nous poursuivre, finalement. Vous devez en aller en arbitrage avec nous.
arbitrage de notre choix que nous payons. Fait que c'est quelqu'un payé par la compagnie, donc tu dois accepter la décision. Ça, c'est écrit dans tous les trucs qu'on lit pas, là, puis qu'on dit j'accepte. C'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Fait que là, une compagnie particulièrement coupable de ça, c'est Adobe. Vous avez peut-être entendu parler d'eux autres, Adobe, là, ils font du petit logiciel que personne ne se sert, comme Adobe Acrobat, Adobe Sign, qui fait des signatures en ligne. Adobe Acrobat, si vous avez ouvert un PDF dans les dernières 30 ans, probablement qu'une fois, vous l'avez ouvert. Il y avait Flash. Il y avait Flash, là, feu Flash à une époque. Photoshop. Hein? Tout le monde connaît Photoshop. Ah oui, ben c'est ça, Photoshop aussi. Fait que là, dans le fond, Adobe, ils ont dit, ah ouais, les gens, ils n'ont pas des ordinateurs assez puissants pour avoir Photoshop et tout ça. Fait qu'on va faire Adobe Cloud. Fait que là, Adobe Cloud, comment ça marche? C'est que tu stockes pas tes fichiers vidéo ou tes fichiers photos sur ta machine. Tu l'as dans ton compte Adobe. Puis là, tu as un stockage en ligne et tu payes. Puis on parle des montants, là, genre à peu près 60 pièces US par mois pour avoir Adobe Cloud. Mais les gens, ils disent, ah, ben, tu sais, c'est quand même mon logiciel de productivité. Les gens qui utilisent Photoshop, ben, des logiciels comme Premiere, tout ça, c'est quand même un bon deal pour eux. Parce que si tu passes au feu, tu manques d'électricité, puis ton ordi saute, ben au moins, tu ne perds pas tes fichiers. Fait que le cloud, ça a quand même une utilité aussi pour ça. Puis, ben, t'es moins à la merci des performances médiocres de ton ordinateur de 10 ans. Mais, Adobe ont changé leur politique. Okay. Ils ont changé leur politique. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, le gros buzzword et la grosse bulle qui passe à travers le cerveau d'à peu près toutes les grosses compagnies tech, c'est le AI. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit... Ils ont changé leur politique d'utilisation et ils ont dit, nous pouvons utiliser vos fichiers que vous stockez sur Adobe Cloud pour entraîner nos modèles d'intelligence. Hey, ta chronique tombe dans le bon épisode, mon ami. Ah, ben regardons ça! Fait que là, dans le fond, les deux options que tu as, alors déjà, ça, c'est terrible, hein, parce que, partons déjà de la première, ils utilisent nos affaires. Fait que, j'ai comme 3 raisons pourquoi c'est terrible. La première, c'est que vous et moi, mettons qu'on génère du contenu, qu'on fait des vidéos, des photos, il y a des artistes aussi qui sont là-dedans. Et là, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entraîner les modèles qui font de l'édition vidéo, puis photos et autres. Et après, ils vont nous revendre le contenu généré par ces machines-là. Ben oui. Dans le fond, ils s'entraînent sur notre dos, puis après ça, ils nous le revendent dans quelques années. Okay? Ou peut-être maintenant, ou on ne sait pas. Puis, ben, nous, ils ne nous payent pas de redevances là, pour ça. Ils ne payent pas de redevances aux artistes. On ne sait pas. C'est le modèle qui est entraîné. Tu sais. J'ai enregistré un réseau neural. J'ai entraîné un réseau neural, donc c'est correct. Fait que déjà, il y a ça qui utilise l'information de ça. Deuxièmement, l'autre affaire terrible, c'est si toi, tu travailles avec une compagnie où tu as des contrats qui dit « Moi, j'ai un accord de non-divulgation », ben là, il est trop tard. Pourquoi il est trop tard? Parce qu'Adobe, tu as une option quand il y a la nouvelle politique, elle arrive en ligne, quand tu te connectes dans ton compte, c'est « J'accepte ». La deuxième option, c'est fermer la page web. Il n'y a pas d'option « je refuse ». Il n'y a pas d'option « je me désabonne ». Tu dois accepter et après aller te désabonner. Et là, il est trop tard. Ils ont déjà ta permission d'aller jouer dans tes affaires puis d'aller se faire une copie puis entraîner leur modèle d'AI. That's it. Donc ça, c'est si tu sauvegardes tes documents dans le cloud d'Adobe. Tu as quand même l'option de le sauvegarder en local. Sauf que, ben, tu l'as probablement déjà fait si tu as un abonnement à Adobe Cloud. Parce que si tu l'as ouvert dans Adobe Cloud, il est sauvegardé dans Adobe Cloud. Si tu as une copie locale, tu as une copie locale, mais il a passé dans les serveurs d'Adobe. Fait que le problème, c'est que tu peux pas refuser. C'est bien tu ne peux pas refuser, puis mettre fin à ton abonnement. Ah ouais. Le manuel pirate, là, on l'a monté avec du Adobe. Avec InDesign, oui. On va peut-être revoir un manuel pirate ou du contenu de manuel pirate dans un roman ou quelque chose comme ça. Hein? Who knows? Je vais vous le signer, je vais vous le photographier. Fait que c'est que ça, c'est un peu plat. Puis là, ben là,
ne vous en faites pas. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission est revenue contre Adobe. Hein, parce que c'est outrageant, tout ça. Mais savez-vous pourquoi ils sont revenus finalement? Fausse joie. Mais parce que c'est trop difficile de se désabonner, puis tu dois aller dans plein de pages, puis aller super loin. Et quand tu te désabonnes des services Adobe, quand tu vas jusqu'à la fin et tout, puis tu enlèves tes méthodes de paiement, tu dis je veux me désabonner, puis blablabla. Premièrement, tu as un frais de résignation. Si tu as pris un abonnement annuel, tu dois le payer au complet. Et tu as une pénalité en plus. Fait que tu ne peux pas te désabonner en tout temps. Ben, tu peux, mais tu vas payer, hein, pauvre con. Puis deuxièmement, quand tu vas jusqu'à la fin, ça finit par un sondage. Pourquoi vous êtes-vous désabonné, puis machin, puis tout? Et si tu ne réponds pas à toutes les questions du sondage, tu n'es pas désabonné. Puis qui, à la fin, dans le mot du sondage, ne va pas faire comme hey, tant pis, là, je te le dirai pas les raisons, moi je vais juste comme j'ai fait désabonner. J'arrive à la fin, je suis rendu au sondage, c'est clair, je suis désabonné. Ben non. Fait qu'ils ont plein de pratiques douteuses en plus pour ça, puis c'est clairement du parasitage intense, tout ça. Alors, voilà. C'est intéressant. Moi, j'ai pas vraiment de solution, mais je regarde mon background et je trouve que c'est pas pire. Pas pire. On met le feu! Non, mais j'en ai une solution. Ouais. Vous avez sûrement un vieux PC qui traîne quelque part avec une version de Photoshop 5.0. Ouais. Oui. À l'époque, c'était pas accessible, hein? Fait qu'on l'empruntait. Ouais. C'est quoi? Si acheter, ce n'est pas posséder, alors pirater, c'est pas tant voler, mais bon. Oui, ça, c'est des fans de Electronic Arts qui ont sorti ça. Ouais. Electronic Arts qui a dit, puis Ubisoft aussi qui avait dit, il va falloir vous habituer à pas à être propriétaire de vos jeux. Fait qu'il y en a qui ont dit, ben, si on n'est pas propriétaire de ce qu'on achète, si on le pirate, c'est pas vraiment volé. Vous ne serez propriétaire de rien, mais vous allez être content. Voilà. Hey, merci, c'est super décourageant. Ça me fait plaisir. J'ai hâte à la prochaine. Je ne suis pas là pour vous, les gars. OK, merci beaucoup. Merci, Nicolas Cavillon. On se revoit dans un prochain épisode. À la bonne heure. All right. Big À go. tout de suite. Alors, j'espère que vous avez apprécié, hein, nouveau chroniqueur. J'espère qu'il a été bon, parce qu'on n'a pas encore enregistré, ça se passe après. Donc, François, comme je demande comme on exigeait ça de nous-mêmes, hein, moi et Maurice, maintenant moi et Pierre, on demande aussi à nos invités, est-ce que tu as des trucs pour aider nos auditeurs? Bon, dans ce cas-ci, ça va être à survivre à ou bien utiliser l'AI. Exact. Je pense que pour survivre, on va être correct pour un petit bout. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes rapidement. Qu'est-ce que tu as trouvé comme 3 trucs? Mon premier truc que j'avais écrit ressemble à des choses que j'ai déjà dit. On s'est parlé tantôt. Comme je l'ai dit, les générateurs de texte, ils ont appris les relations entre les mots. Donc, tu sais, ce qui est des synonymes, des antonymes, des co-occurrences, des choses comme ça. Donc, vraiment, ils ont. Tu sais, de la façon qu'on analysait des textes au cégep là, pour faire. Ce que ChatGPT sort quand tu ne donnes pas trop de consignes sur la façon que tu veux qu'il produise son texte, ça ressemble énormément à l'épreuve uniforme de français. Un bon souvenir pour la plupart des Québécois qui ont fait leur cégep. C'est très introduction, 3 arguments, conclusion avec une antithèse. Ça ressemble sa conclusion, là, où ce qu'il essaie tout le temps de dire, là, mais il faut savoir que, tu sais, des fois, c'est pas tout à fait exact, puis c'est pas tout le temps le cas, puis il arrête le dernier paragraphe est tout le temps en train de mitiger les propos d'au-dessus. Ça me fait tellement rire, là. C'est une recette. Ouais, c'est ça. Toutefois, however, en anglais, t'as toujours ça. Mais l'idée, c'est qu'on peut profiter du fait que c'est quelqu'un qui est très, très bon en synonymes et autres. Oui. Et pour faire de la création littéraire, c'est vraiment trippant, sérieux, d'avoir cet outil-là qui est capable de te sortir des mots, des synonymes, enlever du jargon. Tu sais, qu'il y a un truc super technique avec plein de jargon, tu dis, explique-moi, explain like I'm 5, là. C'est génial pour ça. Expliquer comme 5 ans, pour un enfant de 5 ans, ou expliquer pour le CEO, ça se ressemble souvent aussi. Puis oui, ça m'arrive de faire ça.
Ça m'arrive de faire ça. Des fois, mon fils me demande comment ça marche telle chose. J'ai aucune idée. Il y a même des affaires que je sais, mais ça, je ne le sais pas. Je demande à ChatGPT, je l'amène dans Google Translate, puis je le fais lire. Il aime bien ça. Excellent. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut avoir beaucoup de plaisir en toute sécurité si on utilise l'IA comme un aide à la rédaction pour transformer du texte. Traduire, c'est très bon. Ça n'enlèvera pas le métier de traducteur parce que la traduction, c'est culturel. Ouais. Il n'est pas capable de traduire des jokes, par exemple. À moins que la joke ait déjà été traduite et qu'il ait vu ça dans le passé. Ouais. Okay. Mais traduire du technique, ça va bien parce qu'il y a beaucoup de trucs bilingues, des lois, comme toutes les lois canadiennes existent en anglais français, fait que tu peux traduire facilement des trucs légaux et autres. Fait que tu sais, pour comprendre, pas traduire dans le sens pour publier la traduction, mais traduire pour comprendre, ça fait très bien. Pour publier, ça fait apprendre encore. Là. C'est ça. Il faut reviser. Il faut que l'humain revise. Oui, mais c'est parce que ChatGPT, tu le vois, tu le reconnais. Ouais. J'ai déjà, à un moment donné, sur LinkedIn, là, une couple de semaines, j'ai mis une blague que j'avais faite générer par ChatGPT parce que fallait que j'en fasse plein de blagues là, tous les lundis, hein, les Quiet Mondays. Puis je me suis fait aider par ChatGPT. Puis il y en a un qui me dit, il dit, ouais, Olivier, tu fais du quiet ChatGPT. Il s'en était rendu compte. Puis je ne l'ai pas caché par tout. Hein. Ça me fait bien rire ça. C'est exact. C'est ça, mais il y a un ton de voix puis une structure dans le sens que ChatGPT, il y a une chose, par exemple, qui est vraiment pas bon, c'est de substituer des mots par leur pronom éventuellement. L'utilisation des pronoms, puis du contexte, puis de comprendre les insights de ta clientèle à qui tu t'adresses, parce que si tu t'adresses aux pirates, ça fait longtemps qu'on suit Olivier. Fait que Olivier, il peut nous dire des affaires que c'était d'un ancien épisode. Et on comprend. Des liens, des insights, dans tout ce qui vient de l'historique. ChatGPT, lui, quand tu crées une discussion avec lui, il n'y a pas d'historique. Exact, c'est ça. Tu peux essayer d'en fournir, mais... Ouais. C'est ça. Tout le contexte culturel, il n'y a pas ça. Puis c'est ça qui fait la richesse d'un texte. C'est ça qui fait que tu aimes lire un livre. Par exemple, lire un roman, c'est que des fois, tu reconnais des personnages, tu reconnais des lieux. Tu as cette familiarité-là. Ouais. Fait que ça m'amène à mon deuxième point, ça. Mon deuxième point, c'est comment bien utiliser l'IA. C'est si tu te concentres à communiquer avec tes tripes, avec l'engagement, avec ce que tu crois, ça va toujours passer par-dessus du contenu généré. Et tu peux utiliser un outil comme GPT pour aller chercher le langage que tu as besoin, les mots. Ouais. Mais ça ne remplacera jamais tes valeurs et ta façon de t'exprimer. Fait que ça, je dirais, c'est vraiment de ne pas oublier de communiquer avec nos tripes. Très important. Comme j'ai écrit que j'avais pris des petites notes, l'IA ne sera jamais pirate, sauf si on se fait une IA de pirate. Pas game. fait que l'idée, c'est ça, c'est que l'IA ne sait pas ce qu'on n'y a pas dit. Ouais, c'est ça. C'est que tout ce qui est à l'intérieur d'une communauté, plus tu crées une communauté autour de toi, ce qu'on appelle le personal branding en marketing, plus les gens reconnaissent la façon que tu penses et que tu écris et tout ça. Ça, c'est un marqueur d'authenticité. Ce qui fait que quand tu utilises ChatGPT, comme ça vient d'arriver à Olivier, ben, tu te fais spotter tout de suite. C'est pas très drôle. C'est bon. Et je ne sais pas si je t'ai parlé de ça, François. Je pense pas. Là. J'en disais tantôt, mais j'ai commencé à faire une bande dessinée avec le jeu Starfield. Je prends des captures d'écran. Puis avec mon personnage, je fais une histoire. Puis je suis en anglais. Je suis bon en anglais, mais pour mettre des mots dans la bouche de quelqu'un d'autre en anglais, je ne suis pas bien bon. Fait que ce que je fais, c'est que à chaque fois que je fais un épisode, j'ouvre ChatGPT. J'y donne un résumé assez détaillé de mon cartoon. Je suis rendu à 17 épisodes. J'y donne des exemples de comment les personnages parlent. Puis là, j'ai dit, OK, dans ce panneau ici, il se passe telle affaire. Le personnage principal se sent comme ça. Et voici ce qu'il avait exprimé. Il avait exprimé que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Propose-moi 5 lignes de dialogue qu'elle pourrait dire. Fait que je prends la meilleure ou bien je les combine.
Puis, fait que c'est pour ça que il y a la constance dans la façon de parler de mon personnage est super bonne. J'ai un robot qui parle comme un robot. ChatGPT est très bon pour faire ça. La constance dans la manière qu'il s'exprime est super bonne à cause de ça. Puis moi, ben, je m'amuse bien, comme tu dis. Je suis très fier de ma BD à la fin. Mais c'est le fun que j'ai à faire ça pendant mes heures de lunch, tu sais. Puis le samedi matin, quand ma blonde dort, là. Vraiment, là. Ça rejoint exactement ce que tu as dit tantôt pour le côté créatif. C'est ça. Le pendant. Oui. Oui, puis l'idée que tu veux garder un ton de voix, tout ça en donnant un paquet d'exemples. Ouais. Les exemples, tu sais, quand je parlais au début qu'on essaie d'avoir des lignes parallèles dans les maps, les vecteurs qu'il y a à l'intérieur, c'est ça que tu fais à quelque part. Tu lui dis, je veux qu'on aille dans cette direction-là, fait que tu fixes son champ lexical. Ouais. Tu lui donnes un angle dans lequel regarder qui, comment dire, enlève qu'est-ce qui te ressemble pas à ton personnage, par exemple. Ouais. Ton troisième truc? Mon troisième truc, c'est propre à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle sous ses autres formes aussi. C'est de partir du problème à régler et non essayer de trouver un problème avec la solution qu'on a trouvée. Ça, là, c'est du Lean Startup 101. Ouais. Lean Startup 101, c'est anti-techno-solutionnisme. Oh, j'aime ça. Parce que le techno-solutionniste, c'est j'ai un résultat, j'ai inventé un bout de code ou un algorithme qui fait quelque chose. Maintenant, j'essaie de trouver des problèmes à résoudre pour me trouver des clients. Et Maurice le résumait à sois pas en amour avec la solution, sois en amour avec le problème. Tu vas jeter tes solutions jusqu'à temps que le problème soit réglé. C'est pour ça que dans beaucoup de nouveaux outils, il y a une option AI qui peut-être est inutile parce que, on ne l'a pas demandé. C'est ça. Eux, ils ont mis une solution, puis ils se sont dit peut-être que toi, tu vas trouver un problème à résoudre avec. Mais le problème, c'est que ça crée ce qu'on appelle du bloatware. Le bloatware, c'est des logiciels qui ont 1 million de fonctionnalités, mais qui sont tout le temps des 4 mêmes. Ouais, genre Word. Ça pèse 76 gigs, là. Word, c'est un bon exemple de ça. Je veux dire, Word, c'est quoi que tu fais? Tu mets des titres, du gras, du souligné, des bullet points, des images. Exportes en PDF. Tu exportes en PDF. Mais Word, si tu regardes, il y a 10 menus avec 40 boutons chaque. Hey, merci, messieurs. Merci, François. Super, super plaisant de te revoir. Puis, écoute, si à un moment donné, il y a un topo en particulier que tu voudrais... Tu sais, t'en as un podcast, mais si tu veux en parler aux pirates, tu viendras nous faire un petit tour. Ça va me faire plaisir. Mais en conclusion, Olivier, si on revient, est-ce qu'il faut avoir peur des intelligences artificielles? C'est vrai, on a posé la question, mais tu sais, honnête, je pense pas qu'on est là encore. Mais on peut avoir peur d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est surtout ça, la peur de la peur. Parce qu'on est loin de ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Moi, j'ai peur des gens qui se prennent pour Dieu avec l'intelligence artificielle. Je me demande de qui tu parles. On pas de nom. Non, on nommera pas de nom. On peut juste nommer que ça se passe beaucoup dans une certaine ville avec un pont rouge. Un pont rouge? OK. Oui. Hey, donc, écoute, François, si jamais les gens veulent te contacter, poser des questions sur LinkedIn? LinkedIn, c'est pas mal le meilleur spot. Les pirates sur Discord aussi, ça marche. Les pirates sur Discord, fait que Patreon, puis vous pouvez choisir sur Discord. Ça peut très bien faire aussi. Excellent. Pour ceux qui sont curieux, là, j'ai parlé de ma BD, c'est la première fois que j'en parlais. Je peux vous mettre le lien dans la description. Et autrement, si vous avez des questions sur l'IA, écrivez-les nous. Peut-être qu'on pourra avoir François à ce moment-là. Puis pour un autre épisode. Si vous avez des peurs qu'on n'a pas nommées, écrivez-nous. Oui. Toi, t'en as-tu? moi, ça fait pas peur. Non, moi, pas encore. Pas encore. Mais c'est un petit peu comme ce qu'on a dit tout le long de l'épisode. C'est pas tant les AI que ce que le monde va faire avec. Là, comme tu dis. Fait que si on utilise les AI comme dirait le personnage de Ian Malcolm dans Jurassic Park, comme un gosse qui a trouvé le flingue de son père, on va mériter ce qui va arriver. Donc, merci François. Les pirates, on va se voir au prochain épisode. Et puis, si vous avez des idées de sujets, envoyez-les. On est preneurs. On en a, là, mais on va prendre les vôtres aussi. Et sinon, on se voit dans 2 semaines. Merci les pirates. Bye. Salut.